Bonjour, je vous remercie beaucoup de l'honneur que vous me faites de m'inviter à vous parler. Un honneur qui est mêlé d'émotion, car comme Louis l'a dit, peut-être j'ai réalisé en arrivant lundi qu'il y a 70 ans cette année, j'entrais à Tivoli en classe de 7e, comme on disait à l'époque, et il y a 40 ans, aujourd'hui, je quittais Tivoli après y avoir enseigné pendant 8 ans le français, le latin et le grec et avoir été préfet des premières. J'ai donc peut-être quelques titres à évoquer pour vous. La saga, la tradition éducative jésuite à travers les âges. Tout le monde sait que au milieu du XVIe siècle, les jésuites qui venaient d'être fondés à Rome par Ignace de Loyola ont été à l'origine du système éducatif de l'enseignement secondaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui en France et dans la majorité des pays développés. Le paradoxe est que les jésuites n'avaient pas été fondés pour être un ordre religieux enseignant, ce qui n'existait d'ailleurs pas à l'époque. Pas plus que n'existait un enseignement secondaire organisé. Les jésuites avaient été fondés pour un apostolat qui devait être un apostolat purement spirituel. Prédication, confession, entretien spirituel, retraite, école de prière, catéchisme aux enfants et aux illettrés, pas aux lettrés, alors que les 10 premiers jésuites avaient été formés à la Sorbonne et étaient tous d'un niveau intellectuel et théologique supérieur. Loyola était le moins diplômé, il n'avait qu'une maîtrise S.A., mais Leibniz, Favre et les autres étaient docteurs en théologie, et le pape les avait choisis pour être ses théologiens au Concile de Trente, plus tard. Donc, on ne s'adressait pas aux supposés sachants et aux gens importants, aux enfants et aux illettrés. Assistance aussi aux malades dans les hôpitaux publics. Ce n'est que 8 ans après la fondation de l'ordre, en 1548, que les jésuites ont été obligés, Saint Ignace a été obligé par le pape, à ouvrir un établissement d'enseignement secondaire à Messine, à la demande du vice-roi de Sicile. C'est toute une histoire très pittoresque. Mais Saint Ignace a été pris à son propre piège. Il avait fait serment d'allégeance au pape pour les missions qu'il voudrait bien leur confier. Il ne voulait pas enseigner, mais puisque le pape le leur demandait, ce n'est pas la première fois que les jésuites ont fait des choses qui ne leur plaisaient pas. Mais ils ont obéi. Le succès a été foudroyant. 8 ans plus tard, en 1556, à la mort de Saint Ignace, 8 ans plus tard, il y avait 40 collèges dans le monde entier, y compris en Amérique latine et en Inde. Le réseau se développa en quelques décennies, et lorsque la Compagnie de Jésus fut supprimée par le pape à la veille de la Révolution française en 1773, sous la pression des États européens, on comptait dans le monde près de 900 collèges, et rien que pour la France, 90 collèges. Il y avait 90 collèges en France sous l'Ancien Régime. À Castres, à Libourne, je ne crois pas, mais enfin, dans des petites villes, il y avait des collèges. Il fallait insister d'emblée, je crois, sur le fait que les jésuites ne se destinaient nullement à être des pédagogues, mais des guides spirituels, des prêtres qui invitaient les gens à faire une expérience personnelle de Dieu, comme Luther à la même époque, qui invitait les chrétiens à avoir une vie spirituelle chrétienne personnelle, qui ne se limite pas à des pratiques rituelles. Et en effet, ce qui a immédiatement caractérisé leur pédagogie, c'est d'une part, j'ai été content d'entendre le mot tout à l'heure, et je vais vous en rendre compte, c'est que cette pédagogie faisait une large place à l'expérience
personnelle des élèves, à l'expérimentation, aux travaux pratiques, bref, à l'activité des élèves. Et que d'autre part, elle ne se limite nullement au strict apprentissage des connaissances, mais qu'elle est indissociable d'une vision globale de l'homme, une vision spirituelle, mystique, si vous voulez. Ces deux axes structurent l'exposé que vous aurez la patience d'écouter. Alors d'abord, l'invention de l'enseignement secondaire. Les premiers jésuites n'ont pas inventé de toutes pièces le modèle de l'enseignement secondaire. Ils se sont fortement inspirés du système qu'ils avaient connu lorsqu'ils étaient étudiants à Paris au collège Montaigu, alors même qu'ils ne pensaient pas encore à fonder, ils en étaient bien loin, fonder un ordre religieux. L'innovation généralisée par les jésuites a consisté d'abord à regrouper les élèves par niveau de connaissance, qu'on a appelé classe. De la 6e à la première. L'expression classe de 6e, classe de 5e, classe de 4e, ça remonte à 1548 à Messine, en Sicile. De la 6e à la 3e, on les appelait des classes de grammaire, puisqu'on y apprenait à lire, à écrire et à parler le latin. L'enseignement, c'était l'enseignement du latin, de la langue comme langue parlée, parce qu'elle serait nécessaire plus tard pour être fonctionnaire, avocat, notaire, parlementaire. Le latin, c'était la langue savante, et puis parce qu'elle permettait de se cultiver. Montaigne n'était pas encore un classique. On lisait qui? On lisait pas Jean-Jacques Rousseau, ni Voltaire, ni Baudelaire. On lisait Terence, on lisait les tragiques grecs. De la 6e à la 3e, on les appelait classes de grammaire. On y enseignait aussi secondairement les sciences. En effet, on n'enseignait pas le français qui était supposé connu. La classe de seconde s'appelait classe d'humanité au pluriel, parce qu'on y étudiait plus spécifiquement la littérature, latine et grecque bien sûr, pour comprendre ce que c'est que l'homme, l'humanité, la culture, la nouvelle culture humaniste. La classe de première s'appelait classe de rhétorique. Ce sont des choses que j'ai entendues dans mon enfance. Mon grand-père ne disait jamais lorsque j'étais en première, il disait lorsque j'étais en rhéto, ou lorsque j'ai fait mes humanités. Dans les lycées publics, il en allait ainsi, encore. La classe de première s'appelait classe de rhétorique parce qu'on s'entraînait plus spécifiquement à l'expression orale et écrite, à l'école des grands maîtres de la prose, de la poésie et de l'éloquence de l'Antiquité. L'élève pouvait ensuite accéder à ce que nous appelons aujourd'hui l'enseignement supérieur. En France, et ailleurs d'ailleurs aussi, les collèges des grandes villes pouvaient comporter, outre le cursus du secondaire, une faculté de philosophie et une faculté de théologie. L'effectif des classes était extrêmement nombreux, autour d'une centaine d'élèves sous l'autorité d'un seul professeur. Par exemple, en 1680 à Paris, c'est sous Louis XIV, au collège Louis-le-Grand, la classe de 6e comptait 300 élèves. Imaginez 300 élèves avec un régent juché sur la chaire. Le père Claude Jude, qui était le régent cette année-là, il avait 20 ans, c'était un étudiant jésuite qui enseignait tout en étudiant la théologie, était fondé à écrire plus tard dans son instruction pour les jeunes professeurs qui enseignent les humanités, sans autorité, il est impossible de faire aucun bien dans une classe. À cette époque, Louis-le-Grand comptait 2500 élèves et 120 jésuites, dont une cinquantaine étaient des apprentis jésuites, appelés scolastiques. À la même époque, le collège de la Madeleine à Bordeaux comptait plus de 1000 élèves. Et il y avait plus de 100 élèves dans les classes du secondaire.
La seconde innovation fondamentale, après le regroupement des élèves par niveau de connaissance, une fois qu'on avait acquis un certain niveau, on passait dans la classe supérieure, a consisté à créer un temps scolaire fixe, rythmé par la variété et la succession des matières et des apprentissages. Un temps pour chaque discipline, un temps pour le cours magistral, un temps pour les exercices pratiques, un temps pour apprendre les leçons, un temps pour rédiger les devoirs, un temps pour réciter les leçons, un temps pour corriger les devoirs, ce que nous appelons aujourd'hui l'horaire scolaire. Une troisième innovation a consisté à étalonner la réussite des élèves par un système de notes, en lettres ou en chiffres. Cette innovation était en réalité une importation. Les jésuites ont importé en Europe, par l'intermédiaire de leurs premiers missionnaires, le système d'évaluation que les Chinois avaient mis au point pour les concours au mandarinat. Mandarinat de 10e classe, 9e classe, 8e classe, etc. Je me demande si elle ne donne pas des signes de faiblesse, cette... Ce système général a connu immédiatement un immense succès. Il a été adopté plus tard par les ordres religieux enseignants qui se créeront, par exemple au siècle suivant, les oratoriens, par le cardinal de Bérulle. Il a été entériné après la Révolution par le lycée napoléonien. Cette organisation a aujourd'hui un caractère d'évidence, elle fait partie de notre patrimoine culturel, de sorte qu'on peut dire que l'essentiel de la pédagogie des jésuites est devenu bien commun du système éducatif moderne, en attendant ce que réserve la révolution informatique, dont les effets se font déjà sentir avec infiniment plus de rapidité que ceux de l'imprimerie au XVIe siècle. Ceux de l'imprimerie sans lesquels l'éducation secondaire n'aurait pas été possible. Mais la pédagogie jésuite présentait aussi bien d'autres traits qui n'ont généralement pas survécu à la suppression de la compagnie à la fin de l'Ancien Régime. Certains d'entre eux ont été redécouverts et mis en pratique par les jésuites au XXe siècle, seulement, comme à partir des années 30 environ, comme nous verrons. Alors, ces caractéristiques pédagogiques, le premier était d'abord la gratuité de la scolarité. Saint Ignace y tenait absolument, et la règle a été maintenue universellement jusqu'à la Révolution française. On ne créait un collège que lorsque la municipalité, ou le diocèse, ou des particuliers, avaient constitué une fondation dont les revenus entretenaient entièrement le collège. Pas de discrimination par l'argent donc. En outre, les élèves étaient externes. Saint Ignace ne voulait pas d'internat. Sur les 90 collèges français, une quinzaine seulement ont comporté un internat qui ne dépassait généralement pas le quart des élèves. Les collèges se trouvaient au cœur des cités. Autre trait, directement pédagogique celui-là, qui concerne beaucoup, l'appel à l'activité des élèves, ce qu'on appelle aujourd'hui les méthodes actives. La part de l'enseignement magistral, contrairement à ce qu'on pourrait croire, était extrêmement réduite. Sur les 5 heures de cours quotidiens, la leçon magistrale n'occupait en principe qu'une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi. Le professeur lisait et commentait un texte de l'Antiquité en prose ou en vers. La plus grande partie de l'horaire, qui était extrêmement morcelée pour tenir compte de la capacité d'attention des élèves, qui n'est pas très longue, comme vous savez, la plus grande partie de l'horaire était consacrée à l'exercice. Exercice de mémorisation des leçons, déclinaison, conjugaison, règles de grammaire, textes littéraires à apprendre par cœur, exercice d'application et de mise en œuvre, version, thème, imitation, invention de récits ou de discours, transposition de poésie en prose ou de prose en poésie,
etc. Les élèves se faisaient mutuellement réciter leurs leçons et se corriger mutuellement leurs exercices. Le professeur n'avait pas le temps de faire réciter des leçons à 150 élèves, ni de corriger 150 copies. Alors il faisait des contrôles aléatoires. Une forme d'éducation à la solidarité et au travail collectif, en équipe, se développait ainsi. Sur le modèle des armées romaines, dont ils apprenaient les exploits, les élèves étaient divisés en deux camps, classiquement les Romains et les Carthaginois, Carthage, l'ennemi héréditaire de Rome, confère Astérix. Et ils étaient regroupés en d'écuries, groupe de 10, à la tête desquels figurait un décurion. De la sorte, la fameuse émulation, censée être le ressort de la pédagogie jésuite, n'était pas vraiment une émulation individuelle, c'était d'abord une émulation collective. Les décuries étaient opposées les unes aux autres en des joutes du savoir ou, dans les grandes classes, des joutes d'éloquence. Ces joutes étaient appelées concertations. Concertation vient du latin concertatio, certamen en latin c'est le combat. L'agressivité naturelle au jeune âge, il n'y avait que des garçons, évidemment. L'agressivité naturelle au jeune âge pouvait s'exprimer dans ces manifestations de rivalité. Chaque membre d'un camp avait dans le camp adverse ce qu'on appelait son émule. Chaque émule pouvait gagner ou perdre des points sur son adversaire. On additionnait les points gagnés par chaque camp, le triomphe, l'excellence, avait donc une dimension individuelle, bien sûr, mais aussi collective. Le caractère ludique de cette éducation à la solidarité n'échappe à personne. Dans les grandes classes, les élèves les plus performants étaient invités à constituer des académies au sein desquelles, avec ou sans la présence de professeurs, ils pouvaient assez librement approfondir leurs connaissances et s'exercer au débat. Le théâtre, avec ce qu'il suppose d'éducation à la maîtrise du corps et de l'élocution, d'identification aussi à des héros, tenait une grande place dans la pédagogie. Le théâtre, presque toujours associé à la musique, au chant et à la danse, les intermèdes, en forme de ballet, comme chez Molière, élève des jésuites. L'époque baroque, on le sait, est la grande époque du théâtre. Les pièces, en latin pendant les premières décennies, puis ensuite très vite en langue du pays, les pièces généralement inspirées de sujets de l'Antiquité et de l'histoire du christianisme étaient habituellement composées par les professeurs. Un répertoire collectif mondial s'est ainsi constitué, on s'envoyait les pièces de texte, les pièces de théâtre d'un collège à l'autre. Les représentations publiques jouaient souvent un grand rôle dans la vie de la cité. Tout le monde était invité, les parents, les familles, les autorités. Le passage dans la ville du souverain ou d'un grand seigneur pouvait être l'occasion d'une représentation comportant des allusions plus ou moins transparentes à l'actualité politique ou religieuse. À propos du théâtre, j'ai passé à Louis Lourme, et il vous le montrera certainement, un DVD extraordinaire dont un lecteur de la revue Études m'a révélé l'existence l'année dernière. Il m'a dit « Connaissez-vous, moi, Pierre Corneille, élève du lycée de Bourbon ?» Je suis allé voir sur Internet, et j'ai découvert qu'un prof de l'enseignement public avait reconstitué une ou plusieurs journées de l'élève Pierre Corneille au lycée des Jésuites de Rouen, où il était élève en effet, et on voit, les élèves sont habillés en costume, et reconstitution au Rouen, il y a des vieux quartiers, c'est pas difficile, on n'a pas besoin de décor pour reconstituer le XVIIe siècle. Les élèves sont habillés, ils parlent latin en classe avec leurs professeurs et entre eux. Alors,
le DVD est heureusement sous-titré en français, et leur latin est parfaitement compréhensible, avec un accent français épouvantable, mais ça ne fait rien. Ils parlent en latin, et on voit, alors, on assiste aux émois amoureux du jeune Corneille, à son aspiration à faire du théâtre, à son échec aussi, parce qu'il est manifestement beaucoup plus doué pour la poésie que pour le théâtre. Et d'ailleurs, il se fera pincer avec un poème d'amour entre les mains. Et le père préfet, très intelligemment, fait semblant de croire qu'il s'agit d'un poème consacré à la Sainte Vierge, pour ne pas compromettre le petit Corneille aux yeux de ses copains. Et c'est Rufus, l'acteur Rufus, très convaincant, en jésuite en soutane avec le bonnet, qui joue le rôle de jésuite metteur en scène, qui initie les élèves à l'art du théâtre et à la façon d'être acteur, ce que ça signifie de représenter quelqu'un d'autre, un héros, etc. C'est passionnant. Ça a été réalisé il y a 20 ans maintenant, je crois, c'est en 2001, dans l'Académie de Rouen, primé par le ministère de l'Éducation nationale. J'ai été quand même un petit peu vexé que ce ne soit pas un établissement jésuite, et moi peut-être le premier, qui n'ait pas pensé à faire quelque chose comme ça. C'est superbe. Bon, fin de la parenthèse sur le théâtre. Le projet éducatif. L'ambition des jésuites était de former des hommes complets, ce qu'on appellera au XVIIe siècle des honnêtes hommes. Les jésuites étaient pétris de l'esprit humaniste de la Renaissance, pour eux aussi, comme jadis pour l'écrivain latin Terence, le cite « Rien de ce qui est humain ne leur était étranger ». Ils ne voyaient pas de contradiction entre la promotion de l'homme dans toutes ses virtualités et l'adoration de Dieu. La culture païenne, gréco-romaine, leur paraissait pleine de valeurs que l'Évangile était venu accomplir, affiner en les corrigeant, sans les détruire pour autant. Commenter Cicéron et sa présentation de l'admirable morale, spiritualité, théologie stoïcienne, c'était déjà parler de Dieu. Dieu dont la création est intrinsèquement bonne, comme l'affirme la première page du livre de la Genèse. Le péché originel représente certes une blessure au flanc de l'humanité, mais certainement pas la corruption radicale de la nature humaine, comme le pensait Luther, et comme vont bientôt le penser et le dire les jansénistes, qui sont les luthériens de l'intérieur. Cette vision du monde et cette pédagogie, qui inspire toujours en principe les établissements jésuites, apprenaient aux enfants à devenir des hommes et à entretenir entre eux des rapports humains. En même temps, elle leur apprenait à devenir chrétiens. Les jésuites voulaient former des chrétiens complets. Le catéchisme avait évidemment sa place dans la pédagogie. Celle-ci comportait en même temps une formation à la vie spirituelle, à la prière, dans laquelle la liturgie jouait un grand rôle. La construction de la chapelle du collège obéissait à des consignes précises, proches de celles de la construction d'un théâtre. Et d'ailleurs, je vous signale que des très rares spécimens vraiment authentiques de l'architecture pédagogique jésuite en matière de chapelle est celle du collège de Anvers, aujourd'hui qui s'appelle l'église Saint-Charles, qui était la chapelle du collège que Rubens a contribué à orner, puisqu'il avait ses enfants au collège des jésuites. Il avait fait l'exercice spirituel. Rubens, il aimait beaucoup les jésuites. Dans cette chapelle, il y a au-dessus de l'autel une véritable scène, encadrée par 2 colonnes, et un tableau, une toile, représentant selon le temps liturgique la nativité, la résurrection, qui se lève comme un tableau, et il pouvait y avoir des jeux scéniques pendant la liturgie qui rendaient visible, concret, le mystère, la scène évangélique qu'on voulait montrer aux élèves. Donc, chapelle-théâtre. Et on insistait beaucoup pour que la luminosité et l'acoustique fussent de meilleure qualité, la meilleure qualité possible. Les idées claires et distinctes, le petit Descartes a pu les apprendre à la chapelle de la Flèche, qui est en France,
le dernier témoin de l'architecture religieuse, une chapelle collège jésuite en France. L'ensemble de ce dispositif pédagogique se trouve exposé avec une extrême minutie dans les détails techniques dans un livre qui a été publié en 1599, c'est-à-dire 50 ans après la création du premier collège, et intitulé en latin Ratio Studiorum, qu'on peut traduire par règlement pédagogique, ou règles des études, normes des études, etc. Il faut souligner que cette charte, qui s'imposait à tous les collèges du monde, tout en laissant ouvertes les adaptations aux contextes locaux, était le résultat d'un prodigieux travail de correspondance et d'échange sur les expériences entre tous les collèges du monde, travail qui avait duré 40 ans et qui avait été centralisé par l'équipe du collège romain, du collège de Rome, qui est aujourd'hui l'université grégorienne. Depuis quelques décennies, les archives romaines de ce travail préparatoire font le bonheur de dizaines de thésards en histoire, et notamment en histoire de l'éducation du monde entier. Pour eux, c'est pain béni. Le succès de ce système scolaire et de ses imitations s'explique en grande partie par la formidable mutation que connaissait alors la société européenne, notamment par le besoin de culture et de formation qui s'est alors manifesté et que facilitait l'imprimerie. Les collèges ont formé des marchands, des artisans, mais surtout des fonctionnaires, les juristes, les robins, les gens de robe, dont avaient besoin les États modernes centralisés et grands consommateurs de fonctionnaires. Les effectifs dans les grandes villes, je l'ai dit, étaient considérables. Ceux du Collège de Paris à Louis-le-Grand ont varié au XVIIe, XVIIIe siècle entre 2000, 2500, 3000 élèves, quelquefois plus. En même temps, les jésuites se constituaient un vivier de vocation pour leur ordre religieux, mais aussi un immense réseau de relations sociales qui est à l'origine de leur légende noire, à partir du XVIIIe siècle surtout, société secrète à visée politique, CIA du pape, etc. Confère les cours d'Edgar Quinet et de Michelet au Collège de France au XIXe siècle. En même temps, donc ce tableau, cette esquisse plutôt de la pédagogie jésuite en ses origines, autorise-t-il vraiment à considérer cette pédagogie comme une pédagogie élitiste? Je ne crois pas. Le préjugé pourtant a la peau dure, y compris dans certains établissements jésuites aujourd'hui. Le principal ressort de la pédagogie jésuite traditionnelle serait l'émulation, la culture de l'élitisme et prestige de l'excellence. Chaque élève serait constamment incité à figurer en tête de classe ou au moins dans le peloton de tête. Et les queues de classe sont impitoyablement éliminées. On fera d'abord remarquer que le mot excellence ou exceller, ou leur équivalent en latin, ne se trouve jamais sous la plume de saint Ignace. Ce n'est pas l'excellence, le meilleur, le plus parfait, qu'il demande de rechercher en toute chose, dans ses écrits normatifs ou spirituels, mais ce qui paraîtra meilleur, ou un meilleur service, ou ce qui aidera davantage. Ignace n'utilise pratiquement jamais le superlatif. Maximum, optimum, le plus, le meilleur. Mais il utilise constamment le comparatif. Magis, magis qui signifie plus, davantage, et non pas le plus. La devise de la Compagnie de Jésus n'est pas ad maximam Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu, mais ad maiorem Dei gloriam, qu'il faudrait traduire, non pas avec l'article défini, mais l'article indéfini, pour une plus grande gloire de Dieu, pour faire progresser la gloire de Dieu. Mais on ne va pas prétendre faire régner la plus grande gloire de Dieu. Ce recours systématique au comparatif chez saint Ignace ne repose pas seulement sur un sens aigu de la faiblesse humaine,
et donc sur le souci pédagogique de ne pas décourager les bonnes volontés en plaçant d'emblée la barre trop haut, ce qui est gros, le cruel déconvenu. Il correspond surtout, semble-t-il, à la logique de l'homo viator, du chrétien en route vers l'état de gloire et qui progresse pas à pas. Il correspond aussi à la logique du désir humain qui est toujours en quête de davantage, mais jamais saturable. Quand on en vient au terrain de la pédagogie, on fait le même constat. Le mot et la notion d'excellence individuelle, être le premier ou au top, sont absents de la ratio studiorum. On voit que chaque élève est invité à toujours progresser, à essayer de faire un pas de plus, à tirer le meilleur parti possible de ses talents, mais que la notion de comparaison avec les autres n'est pas vraiment obsédante. Cela dit, les pratiques pédagogiques comme la notation, ou le classement des élèves, la distribution des prix en fin d'année, on y assiste dans le DVD, les concours d'éloquence ou de quiz, comme on dit aujourd'hui, les manifestations artistiques, les représentations théâtrales et musicales, les ballets, toutes ces manifestations solennelles auxquelles étaient conviées les familles et le public urbain, toutes ces pratiques plus ou moins ludiques ne pouvaient pas ne pas entraîner la mise en valeur de certains individus des formes de vedettariat. En tout état de cause, l'esprit dans lequel les jésuites encourageaient la réussite se retrouve bien dans un propos du grand pédagogue que fut le père de Jouvency, qui enseignait à Paris au XVIIe siècle. Il recommandait aux professeurs d'être, je cite, « moins généreux de punitions que de louanges ». Autrement dit, il s'agissait de découvrir et de signaler les qualités que chaque élève cache en lui-même et de voiler quelque temps les défauts qu'il étale. En somme, une pédagogie de l'encouragement plutôt que de la sélection et de l'élitisme primaire. Ce système pédagogique, on le sait, a disparu du paysage français à la veille de la Révolution française, lorsque la Compagnie de Jésus a été chassée par les Bourbons, puis supprimée par le pape sous la pression des mêmes Bourbons. Il a disparu de 1764 à 1850. 1850, date à laquelle les jésuites ont eu le droit en France d'ouvrir des écoles. Après un siècle d'absence, ou presque. Alors, je ne vais pas vous raconter la refondation des collèges jésuites au XIXe siècle, parce que vous faites preuve quand même d'une patience absolument angélique. Ça fait 2 heures que vous êtes assis sur ces chaises, non? Oui, bon. Alors, je ne vais pas vous raconter. Je peux vous dire quand même que les collèges jésuites du XIXe siècle, c'est une trahison éhontée de l'idéal jésuite. D'abord, on ouvre des collèges payants, il n'y avait pas de sous. Donc ce sont les familles riches, et c'était les familles légitimistes. Toute la contre-révolution, la bourgeoisie contre-révolutionnaire, et l'aristocratie nostalgique de l'Ancien Régime, qui vont mettre leurs enfants chez les jésuites. On va recommencer à faire avec les pères jésuites comme autrefois. Alors on achète des propriétés à la campagne, loin des villes. À Bordeaux, ça a été la Sauve majeure, cette ancienne abbaye qu'on a retapée, qui était un internat pour 300 élèves. 300 élèves d'un milieu étroit et plutôt nostalgique du passé. Et puis surtout la pédagogie, c'était fini des travaux pratiques. C'était les méthodes du lycée napoléonien avec le cours magistral, le cours magistral, le cours magistral, et surtout d'interminables heures d'études où, sous la surveillance d'un pion, comme on disait à l'époque, les élèves faisaient des devoirs. Beaucoup, on ne travaillait plus de travail en commun, c'était très, très individualiste, etc. Bon, je ne veux pas broder trop longtemps là-dessus. Enfin, c'était pas très fameux, et on ne peut pas dire que l'esprit de Saint Ignace a régné. Et Montalembert, comme un grand catholique, Montalembert, pourtant favorable aux jésuites, dont l'existence même était discutée à la fin du XIXe siècle, en France. Enfin, rappelez-vous, Victor Hugo
à la tribune de l'Assemblée, j'apprends qu'il existe en France encore ces hommes noirs qui, avant la Révolution française, éduquaient. Il paraît qu'ils ont des établissements scolaires, enfin bon. Montalembert a porté sur le système un jugement souvent cité. Il regrette que les collèges jésuites de la fin du XIXe siècle ne préparent pas les jeunes à s'engager dans la vie publique. Il ne voit parmi les anciens élèves aucun défenseur de l'Église, mais, je cite, des êtres mous, torpides, sans énergie, sans dévouement. Alors, cette sévérité s'explique sans doute par sa détestation personnelle des légitimistes. Or, le public des jésuites, vous savez, jusqu'à la condamnation de l'Action française en 1926, le public des collèges jésuites, c'était l'Action française. Mes deux grands-pères étaient l'Action française. Je suis descendant de l'Action française. Bon, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais quand même, il faut être conscient de ce dont on vient et surtout de ce dont on revient. En réalité, les classes préparatoires des collèges jésuites, notamment le Caousou à Saint-Cyr, il y a toujours un bâtiment au Caousou qui s'appelle Saint-Cyr. C'était la classe préparatoire pour Saint-Cyr, de même que l'Église catholique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, au moment terrible des luttes anticléricales, il fallait se bagarrer, il y avait le petit père Combe et tout ça, c'était pas des sentimentaux. L'Église disait il faut former des ingénieurs catholiques, il faut former des officiers chrétiens, des types qui aient des convictions, ne soient pas des grenouilles de bénitier. Il faut que l'Église soit présente dans le milieu militaire, dans le milieu industriel, dans le milieu... Donc on a fondé des choses comme ça. Et on peut dire que les classes préparatoires, aux écoles militaires notamment, ont formé et formeront des officiers de valeur, des prêtres et des missionnaires remarquables sont passés par les collèges. Alors bien sûr, c'était au service d'une cause qui est aujourd'hui nauséabonde, la colonisation, mais c'est un fait. Le statu quo est rompu en 1880 par la loi sur les congrégations. La République gratuite et obligatoire bannit tous les ordres religieux. Les jésuites, tous les ordres enseignants sont obligés de quitter la France. Ils allaient se former en Angleterre, dans les îles anglo-normandes, en Espagne, en Belgique, en Suisse. Ils sont expulsés de leurs collèges qui sont dirigés par les laïcs, des professeurs et des prêtres diocésains. C'est ainsi que le papa du général de Gaulle, qui était prof de maths au collège de Vaugirard à Paris, a été promu directeur du collège de Vaugirard à Paris au moment du départ des jésuites en 1880. Alors, l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres va être une période intéressante parce que les jésuites... il ne faut pas que je bouge devant la caméra, oui. C'est mon cardinal Danielou. Et donc, les jésuites ont fait un gros travail, les historiens jésuites, pour revenir aux sources de leur spiritualité. Les historiens espagnols, en particulier, évidemment, ont fait un gros travail historique de retour au texte, des éditions critiques, etc., très sérieuses sur le plan de la spiritualité. Et forcément, ça a eu des conséquences sur le plan de la pédagogie. On a redécouvert des pratiques pédagogiques des origines, et il y a eu un renouveau de la vie scolaire. Alors en France, je cite le nom du père François Charmeau, L'humanisme et l'humain, la pédagogie des jésuites, ce sont des livres qui datent des années 30 et 40. Le père François de Dainville, historien de la pédagogie des jésuites, le père André Ravier, qui a été recteur de Franklin, et provincial, le père André Ravier, qui avait consacré sa thèse à l'éducation selon Rousseau et qui a édité l'Émile dans la Pléiade. C'est le père Ravier qui a édité l'Émile, de même qu'il éditera François de Sales. Pierre Faure, jésuite, ancien élève bordelais, ancien élève de Tivoli, qui a travaillé dans la ligne de l'école nouvelle, marquée par Maria Montessori et Hélène Loubienska de Lamval, qui a créé à Paris en 1938 le CEP, Centre d'études pédagogiques,
qui formera des centaines d'institutrices jusque dans les années 80 et en 1945 la revue Pédagogie. Pendant l'occupation et par la suite sont mises en place dans certains établissements des formes encadrées d'autodiscipline, d'autogestion des grands élèves regroupés en équipes pour le travail, pendant les études du soir et pour des activités parascolaires, manuelles, artistiques, artisanales, caritatives. L'internat Saint-Joseph de Reims a joué un rôle de pilote sous l'impulsion du père André Valton dans l'après-guerre. L'école Sainte-Geneviève de Versailles adapta ses méthodes au cursus des classes préparatoires et au style d'internat qui lui est propre. Plus tard, dans les années 70, des pratiques innovantes en matière de tutorat, d'enseignement optionnel et d'audiovisuel valaient à Tivoli, à Bordeaux, sous la direction du père Joseph Duvoisin, le statut officiel de lycée expérimental de plein exercice et les picaillons afférents, ce qui n'était pas négligeable. À Lyon, Saint-Louis de la Guillotière, où Philippe Mérieux a fait ses premières armes, met en pratique la pédagogie personnalisée de Pierre Fort. Mérieux ne s'est jamais vanté d'avoir fait ses débuts chez les jésuites. Aujourd'hui, des contraintes et les évolutions de toutes sortes tendent à normaliser la gestion du temps scolaire. Bon, je ne vais pas évoquer la figure mythique du père préfet, qui est à la fois Zeus et Aaron. Je rappelle simplement que les jésuites ont été les premiers, sous la Ve République, à conclure avec l'État les contrats d'association que celui-ci proposait. Les évêques étaient opposés. Ils disaient non, si nous renonçons à notre liberté d'enseignement, nous sommes fichus. Et lui, on dit, il faut y aller. Parce que si on n'y va pas, nos bahuts, ça va être des boîtes à fric pour des élèves, parce que jusqu'à présent, la scolarité était totalement assumée par les familles. Donc les jésuites ont marché avec la loi de Debré, et ensuite l'épiscopat, et tout le monde a suivi, ou presque. Car il est apparu aux jésuites qu'il s'il fallait continuer à faire peser sur les familles le coût complet de la scolarité, leurs établissements deviendraient de plus en plus des clubs pour privilégier. Donc les établissements, ils sont désormais une quinzaine d'établissements tutelle jésuites, doubleront ou tripleront leurs effectifs. Lorsque j'ai quitté Tivoli en 1961, il y avait 700 élèves, du primaire à la terminale. Donc vous voyez, on a bien grandi. Les établissements diversifieront leur offre en direction de baccalauréat technique et professionnel. Un recrutement socialement plus diversifié est devenu possible. Bon, il est un peu analogue à celui des établissements publics de centre-ville. Bon, avec le temps, la contribution de l'État au financement des établissements prévue par la loi Debré s'est dévaluée. Une contribution est donc demandée aux familles qui payent en fonction du quotient familial. Ainsi, par exemple, j'ai découvert avec stupéfaction, j'ai travaillé au conseil d'administration de Sainte-Geneviève à Versailles pendant une dizaine d'années, qu'un élève sur 10 à Versailles ne paye pas sa scolarité. Et la scolarité est entièrement gratuite. Reste que l'obstacle principal, c'est que, voilà, pour des familles, comme on dit, modestes, les milieux de Versailles, notre gosse ne pourra jamais respirer là-dedans. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais c'est un autre problème. Donc, leur gestion des établissements est désormais dépendante de l'éducation nationale. Alors aujourd'hui, les jésuites ne sont plus physiquement présents en guerre dans les établissements dont ils ont la tutelle, simplement parce que ce n'est pas du tout en vertu d'un choix délibéré, comme l'ont écrit les journalistes aventureux. Il y a une vingtaine d'années, les jésuites lâchent les bourgeois et Paris pour le prolétariat. C'est pas du tout ça, c'est parce que les effectifs des jésuites fondent. Nous n'ordonnons pas depuis 30 ans, nous ordonnons prêtre 3 jésuites en moyenne par an. Moi j'ai été ordonné prêtre en 73, nous étions 28 à être ordonné prêtre en 73. Et puis surtout, les jésuites se sont organisés avec leurs partenaires laïcs pour faire vivre leur projet pédagogique et ils partagent avec eux la tutelle des établissements. J'en ai entendu quelques échos à l'instant. Alors, ces intuitions
les intuitions fondatrices telles que je les ai présentées au début de mon propos, deux mots peuvent les résumer. D'abord le mot expérience, avec ses corollaires, expérimentation, exercice, appel à la réflexion sur l'expérimentation, bref, méthode active. Le lycée napoléonien les avait oblitérées. Elles sont revenues sur le devant de la scène au XXe siècle avec Maria Montessori et Célestin Freinet. Le père Fort s'en est inspiré. Toute pédagogie qui fait appel à l'auto-implication de l'élève dans le processus de son apprentissage est une pédagogie active et peut se réclamer de la tradition jésuite. L'autre maître mot de la tradition jésuite pourrait être communication. Formation des élèves à l'expression écrite et orale. Formation aussi aux échanges, au débat, à la discussion, à la dimension collective, voire communautaire, de l'entreprise éducative, du travail et de l'activité humaine en général. Par là, cette pédagogie s'inscrit en étroite continuité avec l'expérience spirituelle personnelle de saint Ignace, telle qu'il l'a communiquée à ses premiers compagnons, et telle que ceux-ci l'ont expérimentée à leur tour et communiquée à d'autres, telle aussi qu'elle continue à s'offrir à ceux qui s'engagent dans la pratique des exercices spirituels qui visent à aider quelqu'un à faire un choix qui soit libre. Le mot liberté, c'est le mot clé de la spiritualité ignatienne. C'est une spiritualité de la liberté. Pouvoir faire des choix qui soient les moins dépendants possibles des penchants les moins flatteurs qui sont en moi. Et le plus détaché possible de ce qui m'alourdit. Si l'on en reste au plan de la pédagogie, au sens strict du mot, il est évident que les techniques pédagogiques du XVIe siècle, comme celles du XXe siècle, sont en train de devenir obsolètes. L'enseignement secondaire, tel que les jésuites l'ont mis au point, avait été rendu possible par l'invention de l'imprimerie, un siècle plus tôt. La révolution informatique, la révolution du numérique, dans laquelle nous sommes déjà entrés, n'a pas tardé à faire sentir ses effets dans l'enseignement. Déjà, l'école n'est plus le lieu de l'acquisition des savoirs. C'est l'ordinateur qui apporte à chacun les connaissances dont il a besoin. Il est probable que le modèle de la classe où se succèdent chaque jour, pour une trentaine d'élèves, 5 intervenants différents, n'en a plus pour longtemps, et il est même déjà obsolète, partiellement. Qu'est-ce qui le remplacera? Je n'en sais rien. Mais je persiste à penser que les intuitions qui ont conduit les jésuites à se faire les premiers éducateurs de l'Europe, bien d'autres les ont suivis ensuite et les ont dépassés d'ailleurs, ces intuitions ont encore leur valeur, dans un cadre qui pourra être complètement différent de celui que nous connaissons encore. Quelle sera ma conclusion? Quelles que soient les extraordinaires possibilités d'auto-instruction qu'ouvre l'informatique et le réseau Internet, les enfants auront besoin d'adultes à leur côté pour les initier au discernement. Un mot qui a été retenti ici cet après-midi. Discernement entre le virtuel et le réel, d'abord. Discernement aussi entre les vraies et les fausses valeurs. Éducation, ensuite, au sens de la relation. L'ordinateur isole, mais il met en réseau aussi. Un fantastique réseau mondial qui n'a pas que du négatif. L'ordinateur, cependant, à lui seul, ne peut pas initier au sens du partage. Et surtout au sens de la gratuité, qui sont deux valeurs fondamentales. Partage, gratuité. C'est bon parce que ça sert à rien. Baudelaire, ça sert à rien de connaître Baudelaire. C'est pas avec ça que je vais me faire du fric. Dieu, ça sert à rien. Sinon, Dieu est quelque chose qu'on manipule et qu'on utilise. Dieu devient un outil. Gratuit.
un enfant aura toujours besoin à ses côtés d'un pédagogue qui soit aussi un éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui l'éveille aux valeurs que la technique à elle seule, fût-elle informatique, ne peut donner. La véritable éducation, nous le savons, ne consiste pas, ne se laisse pas réduire à des modes d'emploi. La véritable éducation se fait par contagion. Un éducateur est un adulte qui tient debout et qui est contagieux. Réfléchissez un instant à votre expérience personnelle et aux 2 ou 3 personnalités, une seule même peut-être, qui vous ont marqué dans votre parcours, dans votre itinéraire. On peut penser que les premiers jésuites, puis leurs successeurs, s'ils ont connu un tel succès, c'est en partie parce qu'ils étaient des hommes contagieux, les professeurs de morale, d'éducation civique, les professeurs de religion, c'est bien, mais ce dont les enfants ont surtout besoin, c'est d'éducateurs contagieux. Les jésuites étaient animés par une vision positive de la création, de l'humanité, de l'histoire même, malgré ses horreurs, qu'on ne se dissimulait pas. À l'époque où Corneille était élève au collège de Rouen, son ancien professeur, comment s'appelle-t-il, le jésuite, Jean de Brébeuf, qui avait enseigné la grammaire pendant des années au collège de Rouen, se faisait bouffer à petit feu par les Iroquois. Et les récits des héroïques épopées des missionnaires jésuites, Saint Xavier bien sûr, son épopée à travers l'Inde, puis le Japon, toutes ces histoires-là faisaient rêver les adolescents de l'époque. Les jésuites avaient une vision positive de la création et de l'humanité, malgré les horreurs qu'elle est capable de perpétrer. Ils ne croyaient pas que pour honorer Dieu, il fallait mépriser l'homme et les valeurs humaines. Les jésuites étaient convaincus, pour reprendre l'expression du père François Varillon, que tout ce qui nous humanise nous divinise. Tout ce qui nous humanise nous divinise. Ils portaient volontiers sur les enfants un regard positif. Bref, leur vision du monde était assez spontanément celle du père Théard de Chardin. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, ces hommes sont en voie de disparition pour des raisons complexes et qui nous échappent en partie. Mais l'humanisme chrétien dont ils sont porteurs, leur vision du monde et de l'éducation, ils les ont transmis et continuent à les transmettre à des personnes, à des hommes et à des femmes qui s'efforcent d'en vivre, eux aussi, et d'en faire vivre les établissements où ils exercent leur métier, car c'est un métier, et parfois une vocation, d'éducateur. Il est très probable que le système éducatif européen que nous avons connu jusqu'à présent va connaître de profondes mutations. Il n'y a pas de raison pour que la mystique éducative qui a animé les jésuites ne survive pas à ces mutations. Voilà, au revoir.